Et je passe tout de suite à notre professeur Si Abiya Shria, qui est professeur de psychologie à l'ESEF, et il est également membre du laboratoire Hommes, Société et Valeurs de l'Université Ibn Tufayl et membre de l'équipe de recherche de projet Morocco HEP, donc Morocco en partenariat avec Mary Lou Fulton, Teachers College, Arizona University, aux États-Unis. Il a parcouru les différents cycles de l'enseignement du primaire en tant qu'instituteur titulaire d'une licence en psychologie dans un secteur scolaire rural à la délégation de Tiznit. Les défis de la polyvalence et de la pluridisciplinarité exigée de l'enseignement primaire l'ont poussé à persévérer en permanence pour pouvoir animer une classe et favoriser la réussite scolaire de ses élèves. Il a ensuite préparé une thèse de 3e cycle et il devient formateur en sciences de l'éducation après plus de 20 ans dans les différents contextes de formation des enseignants, donc le CFI, le CPR et le CRMF. Il a côtoyé les différents intervenants du système de l'éducation nationale et puis avec un doctorat en psychologie du travail et des organisations, il ouvre plus d'opportunités et qui lui ouvre plus d'opportunités avec le ministère de l'enseignement de l'enseignement, de l'éducation nationale, où il travaille sur des projets nationaux en partenariat essentiellement au niveau des révisions des programmes, des curricula, des ingénieries et dispositifs de formation. Exemple, à titre d'exemple, la conception de MOOC et le projet d'alternance intégrative donc, dans le cadre d'un partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Voilà, donc on vous laisse nous parler parce que vous êtes vraiment dans ces questions, vous êtes en psychologie, donc formé en psychologie, et vous allez nous parler beaucoup plus de cette question de la résilience. Merci, Madame. معالي الوزير، السيد رئيس السادة رؤساء المؤسسات، السيد الكاتب العام، السيد مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين، السيدة مديرة الدراسات، زميلاتي زملائي الطلبة الأحباء، الجمهور الكريم. J'ai l'immense plaisir de participer avec vous dans cet événement. Nous, en psychologie, on parle de bien-être. Je vois le concept et de la conception à l'opération et atteindre le niveau top du bien-être. Je vais emprunter un mot de Monsieur le Président. Vous avez fini votre réunion avec beauté. Moi, je vais la commencer entourée de ses compétences et de ses leadership. Je profite de l'occasion pour vous dire que si je suis là, c'est grâce à ma grand-mère, ma mère, Shafiha, et ma femme et ma fille, et beaucoup d'éducatrices, maîtresses, professeurs, beaucoup de collègues que je connais. Ils ont tous participé à ce processus de construction identitaire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous justement un travail de réflexion au départ. J'ai reçu l'invitation et j'ai dit qu'est-ce que je vais présenter devant ces femmes qui brillent toujours. Alors j'ai pensé au concept de la construction de l'identité de l'étudiante en faisant un croisement avec les enjeux psychologiques. Je vais citer et survoler quelques notions théoriques. Je ne vous cache pas, j'étais perturbé au départ, mais avec le mot de Monsieur le ministre, je me suis retrouvé. Tout ce que vous avez dit, j'ai bien noté beaucoup de choses, à savoir le concept empowerment. Et en arabe, Temkin, c'est un concept très fort. Et j'ai aussi noté le travail de conception sur une démarche. Alors je vais survoler, si vous permettez, le volet théorique et peut-être parler et partager avec vous un travail de réflexion. C'est un retour d'expérience justement sur ce qu'on fait ici dans cet honorable établissement. Alors au départ,
pour survoler la théorie, le travail sur l'identité, il est influencé justement par les échanges, les interactions avec l'autre. Si on prend l'étudiante, j'ai déjà travaillé sur terrain et je connais la situation. Il y a 3 éléments qui influencent cette construction. Au départ, c'est la représentation de la réalité dans l'université. Cette représentation, elle est très intéressante si on est censé concevoir une démarche. Il ne faut pas la négliger. Il influence le comportement, les attitudes, les échanges. La représentation sociale, c'est un cadrage, c'est une référence qui impacte tout échange avec l'autre. En deuxième lieu, il y a les attitudes envers ce qu'on fait, envers les leaderships présentés, envers les modèles. Il y a des opinions, des jugements et une appréciation. Il faut prendre cette dimension en considération. En troisième lieu, la satisfaction vis-à-vis de ce service, de ce qu'on présente. On présente un service de formation, de cadrage, de suivi sur terrain, sur les stages. Il faut prendre ces 3 éléments. Alors, ce sont les fondements théoriques que j'ai survolés pour ne pas citer tout ce qui est scientifique. Le contexte ne le permet pas et le temps du monsieur le ministre et des collègues est intéressant à prendre en considération. Pour survoler aussi l'idée des enjeux. Alors, les enjeux identitaires, on va prendre quelques-uns. En premier lieu, c'est le fait de faire des auto-évaluations, l'évaluation, mais à titre individuel, en se comparant avec l'autre. L'autre, c'est le collègue, c'est le professeur, c'est l'administration, c'est les participants dans notre espace. C'est une réflexion sur soi, très intéressante, pour développer et construire un parcours identitaire avec des stratégies d'échange et avec une persévérance pour arriver justement au leadership. Deuxième élément ou enjeu psychologique, c'est le fait d'avoir la possibilité de s'adapter. Il y a toujours des événements, il y a toujours des actions, il y a toujours des situations où on est censé s'adapter depuis le départ. Là, si vous permettez, je vais ouvrir une parenthèse pour parler un petit peu des transitions. Depuis la naissance, la jeune fille étant enfant, il fait une transition de la famille vers l'école. C'est la première transition. S'il est bien accompagné, il va gagner beaucoup de choses. Deuxième transition, c'est le fait de passer d'un enfant à un élève, de la famille à l'école. En troisième lieu, de l'élève à l'élève collégienne, de l'élève collégienne à l'élève lycéenne, et de l'élève lycéenne à l'étudiante. Ce sont des situations de transition qui nécessitent un accompagnement, un cadrage, une orientation. Si tout passe bien, on va former des leaders. Alors il faut s'ouvrir sur d'autres partenaires dans la socialisation de la jeune femme. J'ai bien lu beaucoup d'ouvrages de Madame Aïcha Larbuc. Je suis très honoré de participer avec vous. Je garde toujours votre livre, Le salaire de Madame, dans ma bibliothèque, de couleur bleue, je me rappelle très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au départ. Maintenant, il nous reste un projet qui va booster nos travaux, qui va booster nos équipes, qui va peut-être instaurer une culture organisationnelle nouvelle avec le nouveau souffle de notre grand projet au niveau du ministère. Troisième enjeu, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la voie royale pour tout changement. Je reconnais quelqu'un, je l'encourage, il va travailler mieux, il va participer beaucoup, il va progresser. Mais la reconnaissance, elle est cadrée par 2 paramètres. Il y a l'estime de soi
Monsieur le ministre a déjà abordé des exemples, il y a le respect de l'autre. Ils vont en parallèle. On ne peut pas travailler sur l'estime de soi en négligeant le respect de l'autre. Celui qui a une estime de soi, je ne sais quoi dire, apprécié à un certain niveau, on ne peut pas lui demander de respecter l'autre, parce qu'il a un problème déjà avec soi. Un autre enjeu, c'est développer l'autonomie. Autonomie, indépendance, le fait de croire à la capacité, aux compétences des étudiantes dont la possibilité à l'autonomie. Nous, avec les exercices qu'on fait dans notre école, avec les équipes d'encadrement, que ce soit ici ou ailleurs dans les établissements de stage, on a essayé de booster cette idée de l'autonomie. On va peut-être arriver, si on est bien encadré, avec la recherche scientifique dans ce domaine. Je vais attaquer maintenant la démarche, parce que ce qui nous intéresse, c'est la réflexion aujourd'hui pour concevoir une démarche qui va rejoindre les challenges et les objectifs que Monsieur le ministre a présentés dans son mot. Alors la démarche, c'est une démarche d'accompagnement bien sûr, mais quel type d'accompagnement? Avec quels moyens? Avec quelle conception? Avec quel soubassement théorique? Il y a beaucoup de types d'accompagnement. Et pourquoi faire cet accompagnement? C'est pour booster un savoir dans les différents types de savoir. Sachant que savoir, il est parfois partagé, parfois admis ou pas, parfois contesté. Il faut prendre en considération ces éléments pour afficher un savoir à partager lorsqu'on aborde l'approche de l'accompagnement d'un étudiant, d'une étudiante. On parle aujourd'hui d'une jeune étudiante. Encore une fois, je veux ouvrir une parenthèse pour dire que avec les résultats qu'on a, surtout le Maroc, on voit que nos étudiantes, ils ont beaucoup réussi, ils ont beaucoup de bons résultats. Ce qui montre qu'on a déjà travaillé sur la logique de compétition avec les garçons. On a peut-être réussi le coup, parce que les étudiantes, ils excellent maintenant, ils sont les premières. Ce qu'il faut peut-être revoir, c'est peut-être changer le cap et travailler avec une logique de coopération. Au lieu de renforcer la compétition avec l'autre, on doit peut-être réfléchir sur amener l'autre à travailler avec nous dans des projets. On parle dans cette démarche, c'est une réflexion que j'ai dit tout à l'heure. Nous, en psychologie, on parle des compétences psychosociales. C'est le mot scientifique qu'on peut aborder pour dire tout ce qui est résolution de problèmes, prise de décision, pensée critique, pensée créative, relations interpersonnelles, conscience de soi, ce sont des compétences psychosociales qu'on est censé développer avec notre conception de démarche pour booster le leadership chi. Encore, il faut oser sortir de la zone du confort, parce que il y a beaucoup de gens qui sont installés dans une zone de confort et qui ne veulent pas. Peut-être ils sont habitués, mais il faut passer aux autres zones. Si on prend des cercles, il y a la zone de confort, puis il y a la zone de peur, où il faut la confronter, et arriver à la zone d'apprentissage pour peut-être la dépasser et arriver à la zone d'évolution. Ce sont des zones qui sont avec des états limites et il y a des intersections. Pour alimenter l'approche, on est censé aussi adopter un apprentissage collaboratif. Qu'est-ce qu'on entend par collaboratif?
C'est un apprentissage dans un écosystème de cohérence interne très forte. C'est un apprentissage avec un potentiel très développé de la créativité et sans oublier l'apport de la digitalisation et des outils numériques. C'est ça l'apprentissage ou le projet de l'apprentissage collaboratif. Alors tout ce qui est travail collaboratif, il va en parallèle avec l'intelligence collective. On ne peut pas travailler sans aborder une décentralisation du savoir pour accepter l'autre dans sa différence. Une autre parenthèse, j'aime bien le slogan du collectif Autisme Maroc. Je travaille avec eux. Ils ont un slogan très intéressant. Ils disent « Je suis différent comme vous ». Si on accepte cette réalité, je suis différent comme l'autre, je peux travailler avec lui. Qu'il soit d'une autre culture, ou d'un autre niveau, d'un autre système, je peux l'accepter et travailler avec lui. J'ai bien mis le chrono devant moi pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis à la 15e minute. Je prends 1 minute pour finir. Un mot de fin. Merci. C'est 10. Alors j'ai commencé avant. Très bien. Alors j'ai 2 minutes encore. Merci beaucoup. Il faut préparer une culture organisationnelle nouvelle avec un cadrage déontologique et une éthique professionnelle nouvelle, où on peut accepter les valeurs de partage, les valeurs de l'échange, les valeurs de l'ouverture sur l'autre et la valeur de l'acceptance. Moi, je préfère acceptance que parler de tolérance, parce que j'ai eu un incident. Une fois, je travaillais dans la sensibilisation, dans un projet, la tolérance, comme vous savez, et on travaillait avec des femmes dans des situations très difficiles. Il y avait une femme qui m'a dit « Ah, c'était... Alors il m'a donné l'idée de changer et de chercher un autre mot. Le mot acceptance, elle est plus fort que tolérance. Alors pour finir, j'aimerais bien signaler, avant de clôturer, que ce que j'ai présenté aujourd'hui devant vous, c'est un travail de réflexion, partagé avec les collègues, surtout avec Madame Benkiran Hasna et Monsieur le Directeur. On a partagé quelques éléments pour vous rapporter une réalité professionnelle ici, une pratique. Moi, je suis praticien, j'essaye toujours de lier la théorie avec la pratique. C'est un retour d'expérience professionnelle développé avec l'équipe pédagogique et de gestion. C'est une approche participative, inspirée de l'expérience de notre présidence et d'un encadrement aussi et des orientations bien sûr du ministère. Alors cette petite expérience dans les EF nous a aidé à faire des transitions. Tout à l'heure je parlais des transitions de l'étudiante. Nous aussi on a vécu des transitions et grâce à notre approche participative où tout le monde partage, tout le monde est là, tout le monde travaille à titre volontaire, on a eu la chance et l'opportunité de passer et de dépasser beaucoup de défis. Ce que je veux dire vers la fin, je veux exprimer mes remerciements et ma fierté d'appartenir à cet établissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ilal Chariat, d'avoir... tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur l'étudiante. Donc, je me réjouis d'apprendre que vous êtes sur un projet de réflexion sur ce qu'on peut faire pour améliorer donc, le rendement des étudiants. Donc, nous serons intéressés par le partage de ces recherches, Inch'Allah, si jamais c'est publié.